Bienvenue dans Multipolaire, ravi de vous retrouver à nouveau. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Global Africa Télé Sud. Depuis le mois de septembre, le Mali fait face à une pénurie de carburant, conséquence d'un blocus djihadiste. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, cible les camions-citernes de carburant en provenance notamment de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Alors comment le Mali, ce pays enclavé, fait face à cette situation chaotique qui menace l'économie, mais aussi la junte au pouvoir? Comment les autorités de transition espèrent s'en sortir et avec quel soutien? On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour à vous, Seydi Kaba, vous êtes journaliste, écrivain nigérien. Merci d'être avec nous. Un plaisir d'être là. Bonjour également à vous, Dr Iveco Amezo, économiste et fondateur de l'excellent think tank Afrocentricity.info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à nos co-débatteurs et un bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, je vais revenir vers vous très rapidement, docteur Amezo. On va faire un point sur la situation. Une situation, vous allez voir sur ces images, qui est assez grave, puisque tout le pays, et à l'intérieur aussi, dans la capitale, tout le pays est touché par cette pénurie de carburant consécutive donc au blocus d'une JNIM. On voit sur ces images de longues files d'attente, de longues files de voitures, une attente interminable pour ces Maliens qui prennent les stations essence de la capitale Bamako d'assaut. Alors, docteur Amezo, vous revenez justement du Mali, vous y étiez tout récemment. Est-ce que vous avez pu observer sur place cette situation? Racontez-nous, et puis comment en est-on arrivé là, à votre avis? Écoutez, pour ce qui est de la situation, toute la presse et les médias le disent. La queue que vous trouvez devant les stations essence, c'est ce qui est un peu évident quand on est dans la capitale. Quand vous allez à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour les petites villes et voire les villages, où il y a carrément du blocus et que, notamment, comme c'est très mobile, ces troupes terroristes, on ne sait pas trop où ça se trouve. Je peux même vous raconter que pour beaucoup de structures, ils sont obligés d'avoir en fait une sécurité qui est donnée soit par l'État, donc les militaires FAMA font bien leur travail, et en même temps par des gens qui sont plutôt civils, mais militarisés pour se protéger, surtout pour les camions. Malgré ça, vous l'avez dit, il y a eu quand même beaucoup de camions qui ont été incendiés. Donc, de manière générale, c'est une désorganisation de tout le circuit d'approvisionnement. Et donc, si vous voulez, la deuxième partie de votre question, comment on est arrivé là, il faut quand même remonter depuis la Libye. Et donc, il y a quand même une implication ou des responsabilités à rechercher au niveau de l'OTAN, au niveau de la France et bien d'autres pays d'ailleurs. Malheureusement, moi, je pense qu'il faut aussi dire aujourd'hui, le chef historique du JNIM, ce groupe que j'appelle moi mercenaire, terroriste et en même temps plutôt criminel, d'ailleurs un ancien Touareg malien, d'ailleurs, qui était le leader d'Ansar Dine, pour moi, serait plutôt sur le déclin et qui a eu au sein de ce JNIM un changement de direction avec justement une nouvelle tête qui est arrivée, apparemment plus jeune, Abdourahman al-Mauritani, ou certains l'appellent Abdou Hind al-Libi, il y a un certain nombre de noms. Il sera impliqué aussi dans la mort d'un certain nombre de soldats de la MINUSMA de l'ONU. Donc, celui-là qui, je pense, veut démontrer qu'il a une capacité d'influence, voire de nuisance, en faisant bloquer tout le système. Alors, quelque chose d'un peu, entre guillemets, nouveau, en tout cas qui réapparaît, c'est dans les revendications, il insiste que les femmes portent le voile. Il a des checkpoints un peu ici et là, et apparemment, il va jusqu'à fouetter ou bastonner des femmes. Donc, ce qui est tout à fait inacceptable. Je ne vois pas où, dans le Coran ou dans l'islam ou dans n'importe quel livre religieux, on demande de bastonner des gens alors qu'il n'y a pas de justificatif a priori. Donc, il y a aussi un peu d'ignorance un peu sur la notion de la religion musulmane. Et on revient sur le fond, c'est un pays musulman pacifique. On ira dans les détails tout à l'heure. Je ne vois pas comment on va aller imposer à des gens pacifiques dans l'islam pacifique, plutôt soufiste, des règles qui sont en fait une forme de nouvelle colonisation, d'abord idéologique, mais colonisation territoriale. Donc ça pose le problème, qui est derrière ces gens-là? Qui c'est qui leur donne des armes? Comment ça se fait qu'ils ont les informations, les renseignements? Et je vais jusqu'à citer des gens comme Elon Musk, parce qu'il a des satellites, le Starlink, qui fonctionne, et ce Starlink, apparemment par des voies détournées de contrebande venant du Nigeria, arrivent sur le territoire, sont récupérés ou achetés par ces gens du JNIM, et du coup, ils sont très, très, très mobiles et très agiles.
Voilà un peu ce que je peux dire à froid ou plutôt à chaud. Alors, c'est vrai qu'on a entendu votre analyse. Vous faisiez allusion effectivement aux dommages collatéraux consécutifs à la situation en Libye. Vous avez évoqué la France, mais tout de même, Sedi Kaba, il faut s'arrêter un petit peu sur la junte qui dirige le Mali aujourd'hui, puisque la transition promettait quand même de redresser le pays depuis son arrivée au pouvoir, depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Et aujourd'hui, on a un pays qui se retrouve pris en otage, c'est l'impression que l'on a, par des groupes djihadistes, en l'occurrence là le NUNIM. Oui, Quelle est la responsabilité des il faut autorités de la absolument, transition? il y a une montée en puissance du groupe terroriste, particulièrement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui s'explique par les éléments qui ont été évoqués, mais aussi par la militarisation importante du JNIM. Le JNIM aujourd'hui dispose des moyens militaires importants, c'est presque une armée, avec même des drones qu'ils ont pu transformer comme une sorte d'IED qu'ils ont pu transformer et qu'ils utilisent. Il y a une militarisation importante du JNIM, une montée en puissance de sa puissance de feu. Et ils ont essayé d'associer cette puissance militaire avec cette nouvelle stratégie, celle de comment d'étouffer économiquement le pays avec l'embargo, avec d'abord l'empêchement d'approvisionner le Mali à partir du Sénégal, de la région de Caille, et puis maintenant avec cette imposition sur le carburant. Il y a un agenda très précis du JNIM qu'il est en train de dérouler aujourd'hui. Il est évident que je pense que le fait que le pouvoir militaire n'ait pas trouvé la bonne stratégie pour répondre aux défis sécuritaires explique aussi la situation à laquelle nous sommes arrivés. Je crois que, Alors de point de vue général... sur cette question-là, des précisions, parce que le pouvoir militaire affirme qu'il contrôle quand même la situation au Mali, qu'il y a des avancées en matière de sécurisation, de lutte contre le terrorisme. Il y a eu des choses qui ont été faites sur le plan de l'équipement, sur le plan de la mobilité des forces. Mais ça n'a pas suffi à renverser le rapport de force avec le groupe djihadiste parce que un des éléments les plus importants, c'est la capacité à recruter, n'a pas été tarie. On a laissé croire qu'avec les nouveaux moyens militaires, on peut écraser la rébellion. Tout ce qui concerne le recrutement, les jeunes que l'on voit sur les vidéos là, ils n'ont pas eu d'autre alternative que de rejoindre le groupe djihadiste parce qu'on n'a pas bâti une stratégie holistique qui intègre la dimension militaire et sécuritaire, mais qui intègre aussi le chômage de jeunes, la possibilité de leur donner des perspectives d'aller se lancer dans le bras. Donc je crois que cette erreur qui a été commise par les régimes militaires, qui consiste à penser qu'on peut uniquement par la force régler la question djihadiste, c'est aujourd'hui retourné et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans les groupes djihadistes et les groupes djihadistes ont conserver leur capacité de recrutement, ce qui leur permet aujourd'hui de faire des opérations spectaculaires comme celles qu'on voit à travers l'empêchement d'approvisionner les villes importantes avec des citernes. L'objectif des djihadistes semble être une volonté de cibler l'économie, de paralyser l'économie du Mali. Pénurie de carburant, docteur Amezo, coupure d'électricité donc, et risque de paralysie totale de l'économie au final. Où tout cela peut conduire le Mali, à votre avis? Alors d'abord sur la déstabilisation, parce qu'il s'agit bien de cela, hein, je partage ce qui a été dit d'ailleurs auparavant, il y a aussi une capacité financière. Donc il faut se poser la question, les pays du Golfe, qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire? Comment ils arrivent à financer ces gens-là? Il n'y a pas seulement le fait de prendre des mines ici et là et puis de vendre un peu sous la table, mais il y a aussi des gens qui financent tout ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va peut-être évoluer? Et moi, je couperais en deux. Il y a les gens qui vivent au jour le jour dans ce pays. Et du coup, moi je les vois, les mobylettes, ils mettent l'essence, ça fait la demi-journée ou la journée. Donc si vous n'êtes pas approvisionné, c'est des queues pas possibles aux stations d'essence. Il en est de même pour les véhicules, il en est de même pour la plupart des gens qui ont des ruptures en termes d'électricité. Donc c'est des groupes électrogènes qui en fait ne trouvent pas. Il y a eu un peu de stock au départ, mais écoutez, en 3 4 jours, le stock est parti. Donc en fait, c'est tout le monde qui est touché du coup, et on n'arrive pas à fonctionner. Donc ça, c'était l'objectif recherché. Je pense que le gouvernement a été pris un peu de court et est en train de se réorganiser. Or, pour se réorganiser, il faut du renseignement. C'est là où je reviens sur la notion des données.
les renseignements, ça suppose qu'on ait des éléments satellitaires, les drones dont a parlé notre ami tout à l'heure, et ces drones, ben, c'est lié à un système qu'on appelle le Starlink. Et donc, on peut peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais ça a été d'abord accepté, puis après, bon, bloqué un peu. Et il n'empêche que la contrebande de ces kits, ce sont des kits hein, de systèmes satellitaires, permet à ces groupes de mercenaires terroristes, djihadistes, de pouvoir en fait se mouvoir facilement, cibler de manière relativement précise, créer des checkpoints. Le temps que vous arrivez, ils sont déjà partis, etc. Ça ne veut pas du tout dire que les FAMA, les forces armées ne travaillent pas, au contraire. Moi, je pense qu'ils ont peut-être plutôt un manque de moyens. Essentiellement, il faut peut-être poser la question aussi qu'il y a eu des accords avec les autres pays, hein, Burkina, Niger. Il faudrait voir si ces autres troupes peuvent venir à la rescousse. Et puis les pays voisins, parce que ces terroristes, il faut bien qu'ils aillent dormir quelque part. Ils ne dorment pas sur le territoire malien pour la plupart. Donc ça veut dire que quelque part, les pays autour ne sont pas aussi neutres que cela. Il faut se poser la question, tous ces pays qui entourent, quel a été leur rôle auparavant on se rappelle la CEDEAO qui voulait carrément faire la guerre à l'ensemble de ces pays. Donc il y a un problème, je pense tout simplement, de manque de vérité entre les dirigeants africains actuellement, et certains jouent clairement le jeu extérieur. On ne va pas dire occidental parce qu'il y a aussi des pays arabes et d'autres qui en profitent en étant silencieux, comme la Chine par exemple. Et puis où sont finalement ce qui reste de Wagner, c'est-à-dire les troupes Africa Corps de la Russie? Est-ce qu'ils sont aussi actifs comme par avant? Est-ce qu'ils ne s'occupent que plutôt que des mines où ça les intéresse et puis leur approvisionnement à eux? Et pour le reste, bah, ils laissent un peu l'État malien un peu seul. Donc c'est tout un ensemble de responsabilités que moi je vois et je trouve un peu déplorable parce que normalement, dans ce cas particulier, on devrait plutôt aller vers une forme d'unité d'action pour essayer de barrer la route à une nouvelle force jeune au sein du JNIM qui est en train de monter, affiliée de Al-Qaïda et qui, malgré tout, fait de la colonisation et de la recolonisation d'abord territoriale et puis idéologique. Madame Aminata Traoré a parlé même de viol de l'imaginaire. Là, on n'est plus dans l'imaginaire du tout. Il s'agit de violer le territoire et de violer la volonté religieuse de ce pays d'être pacifique. On veut lui imposer un système qui n'est pas très loin de la charia. Y a-t-il un risque de véritable lassitude, colère, même de soulèvement des populations si je prends l'exemple de ce qui s'est passé en France, on a vécu un peu la même chose en 2019 avec la flambée des prix du carburant qui a conduit les Gilets jaunes dans la rue finalement. Non, il y a un besoin, une urgence même à trouver des solutions à la difficulté d'approvisionnement que connaît le Mali aujourd'hui. Et je crois que le pouvoir y travaille et il y a des solutions, sans doute on va venir. Il suffit de diversifier. Il n'y a pas que il y a un risque de soulèvement là, actuellement. Oui, il y a un risque d'exaspération, mais à mon avis, paradoxalement, la démarche peut se retourner contre les djihadistes eux-mêmes, puisque en faisant cela, ils deviennent impopulaires auprès des populations, alors que leur stratégie était d'affaiblir le pouvoir pour avoir de la popularité auprès des populations. Mais en le faisant, c'est aussi une arme à double tranchant. On voit qu'ils sont tenus pour responsables aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement du pays. Et je crois que avant même qu'on arrive à une solution de soulèvement ou à des programmes ou à une révolution ou à des révoltes populaires, le pouvoir va aller vite pour trouver des solutions. Et il y a des solutions. On a parlé simplement de l'approvisionnement à partir de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais le Mali a d'autres frontières. La frontière avec la Mauritanie, la frontière avec le Burkina, la frontière avec le Niger. Donc il y a d'autres canaux qui peuvent être expérimentés. Et Yves a bien fait de rappeler... On va y revenir, mais sur les conséquences de cette situation, notamment sur l'économie malienne, que l'on dit d'ailleurs résiliente face au choc. On s'en souvient, face notamment aux sanctions prises par la CEDEAO. Sur ces conséquences, docteur Amaïzo. Les conséquences, vous l'avez dit un peu au début, c'est la déstabilisation de l'ensemble de l'économie du pays. Mais moi, je pense qu'au-delà de la surprise, ce gouvernement a compris ce qui se passe. On a oublié un pays qui va beaucoup aider, c'est la Guinée. Port en eau profonde, un bon espace pour pouvoir amener un certain nombre de navires, je pense russes ou d'autres qui vont arriver, qui sont peut-être même déjà arrivés, et je pense que le renfort va être beaucoup plus fort. Sur la population, moi je pense que le peuple est très résilient. Les djihadistes n'ont pas gagné la guerre idéologique. Hein. La population est quand même, d'abord, Kémy Sarbel l'a dit, ils sont derrière leur gouvernement pour une autre raison tout simple. Ce sont des pacifistes. Ils n'ont pas envie d'amener l'islam violente, criminelle, qui fouette des femmes. Il fait chaud, il fait 40 degrés quand il fait chaud. Et on va mettre des voiles, mais écoutez, il faut être concret aussi, ces djihadistes. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas le Mali. Donc,
Ça, sur le plan, je ne pense pas qu'il y aura une révolte populaire. Au contraire, s'il y en a une, c'est plutôt contre les djihadistes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les djihadistes? Ils disent justement que quand vous prenez les transports en commun ou les grands axes, que les populations qui sont dans ces bus et autres n'aillent pas informer le gouvernement. Donc, les populations, malgré tout ce qui arrive, ils prennent pour responsables ces djihadistes. Donc, sur ce plan, ils ont raté leur fonction. Donc là, sincèrement, la population va rester du côté du gouvernement. Maintenant, le problème, c'est de trouver les moyens d'action les plus rapides, mettre à disposition de FAMA encore plus de moyens de force et surtout, je reviens dessus, contrôler ces images satellitaires, brouiller celles qui sont utilisées par les systèmes de Starlink et autres, frauduleux ou en tout cas qui sont passent par la contrebande, et vous allez voir, ça va très vite se retourner. Encore faut-il le faire. Et pour le faire, il ne faudrait pas qu'il puisse avoir des bases arrières dans les pays voisins. Lorsqu'on regarde la structure de l'économie, il n'y a pas de risque d'effondrement lorsqu'on regarde la structure de l'économie malienne. L'énergie est sans doute quelque chose de très important, mais vous savez que l'or, par exemple, représente environ l'or représente une partie importante de cette économie. Et pour l'instant, la production d'or n'est pas impactée, elle est sanctuarisée, il y a des éléments, et l'exportation aussi est sanctuarisée. Donc il n'y a pas à proprement parler de risque d'effondrement. Mais l'énergie reste un enjeu serre. Et ce qu'on remarque même du point de vue de la résilience qui a été rappelé, c'est que les services essentiels du pays continuent à fonctionner, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les maternités, que ce soit les structures de services de défense et de sécurité. Mais il est important que on puisse approvisionner le pays, parce qu'une bonne partie de l'économie du pays aussi est informelle. Mais dans les pays dans les zones les plus reculées, c'est peut-être pas le cas. Absolument, il y a un impact qui n'est pas négligeable. Par exemple, le secteur informel. Tout ce qui est le frigo que la ménagère vend pour vendre son lait ou pour vendre son yaourt, etc., il y a des risques que ça soit impacté. Mais ça ne va pas entraîner l'effondrement de l'économie. Et c'est pour cette raison qu'il faut aller vite. Il y a quand même une contrebande informelle de livraison du carburant vers les zones du nord. Absolument. Et c'est pour ça que ça rejoint, ça conforte ce que j'avais dit tout à l'heure. Toutes les motos que les djihadistes utilisent, ils utilisent du carburant. Et ce carburant, ils ne viennent pas l'acheter aux stations d'essence. C'est du carburant de contrebande qui leur sont amenés, justement. Donc, mais les conséquences de la situation sur la contrebande, justement. Il va avoir des conséquences importantes parce que s'il n'y a pas de carburant dans les stations d'essence, ceux qui font la contrebande ne pourront pas le faire. Et au bout de la chaîne, même les djihadistes ne pourront pas être approvisionnés parce qu'eux aussi, ils vivent de l'économie criminelle, ils vivent de la contrebande. Donc ça peut, à la longue, se retourner contre eux, à la fois sur le plan de la popularité, mais sur le plan aussi de la capacité à se déployer. Mais pour moi, l'économie malienne, qui est une économie fondamentalement résiliente, va pouvoir tenir, mais il faut que ce laps de temps soit mis à profit par les autorités pour trouver des solutions, parce que des solutions existent pour continuer à approvisionner le pays. Justement, cette crise énergétique, elle n'est pas nouvelle, elle perdure depuis des années, et depuis son arrivée au pouvoir, la transition, j'ai dit, communique beaucoup, promet de résoudre justement ces crises énergétiques, sécuritaires, via ses partenariats avec la Russie, la Turquie notamment. Au final, quel est le bilan réel? Quid de l'aide en matière sécuritaire contre le terrorisme, en matière d'investissement aussi, en partant du principe que c'est vrai que la stabilisation de la région est liée au tout sécuritaire? Oui, je crois que le paradigme du tout sécuritaire n'a pas donné le résultat qu'on escomptait. En tout cas, d'un point de vue aujourd'hui de résultat, le paradigme du tout sécuritaire n'a pas produit le résultat, ce qui explique un peu l'extension géographique de la menace, y compris à des zones comme la région de Kaï ou de Sikasso, qui étaient relativement épargnées au tout début de la crise. Donc, on arrive aux limites de la situation de la réponse sécuritaire, et c'est pour ça qu'il aurait fallu, dès le début, et il n'est pas encore trop tard de le faire, de construire une solution holistique qui prend la question du chômage de jeunes, la question de l'intégration, la question de l'association. Et une des faiblesses de la réponse sécuritaire qu'on voit aujourd'hui au Sahel, c'est à la fois l'absence d'une dimension holistique, mais aussi le fait qu'on n'ait pas pris les populations comme un élément de la solution. On a toujours pris jusqu'ici la population comme faisant partie du problème. Donc je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour rectifier, parce qu'il ne faut pas oublier que
jusqu'en 2022, qui marque la fin de la présence internationale, le résultat n'était pas non plus à la hauteur. Le résultat n'était pas meilleur quand il y avait Barkhane, quand il y avait la force onusienne ou quand il y avait les États-Unis. Donc, il y a aujourd'hui un processus nouveau qui est en train d'être fait avec la construction des États de l'Alliance du Sahel qui fête ces 2 ans, qui a fêté son année et qui va continuer à aller. Et pour résoudre la question qui a été soulevée par Yves tout à l'heure, celle de construire une réponse transfrontalière, il faut avancer sur l'agenda de l'AES qui consiste à créer une force unifiée qui va permettre justement d'empêcher que ces gens agissent au Mali pour se réfugier au Niger ou agissent au Burkina pour se réfugier au Mali. Donc il faut avancer sur cet agenda. Ça nous amène à une question aussi, docteur Amezo. La formation de l'Alliance États du Sahel a conduit à une rupture avec la CEDEAO. Est-ce qu'il y a de quoi aujourd'hui, quand on voit ces images, la situation à Bamako, regretter cette sortie de la CEDEAO? Et cette question m'amène à en poser une autre. Est-ce que la CEDEAO est en capacité aujourd'hui de répondre efficacement à cette pénurie de carburant au Mali? La CEDEAO, vous dites un grand mot. La CEDEAO, en termes de militaires, ils ont voulu attaquer ces pays. Donc, écoutez, ils sont très mal placés. D'ailleurs, la CEDEAO aurait pu prendre l'initiative, tout simplement, d'aller apporter des armes et surtout des images satellitaires. La CEDEAO, pour le moment, elle est extrêmement silencieuse. Elle est dirigée par le président de Sierra Leone, je crois bien. Et lui, il veut essayer de faire avancer la relation, mais ça reste très théorique, tout ceci. Moi, je vais être beaucoup plus concret. Écoutez, les motos dont on a parlé, les pick-up qui sont banalisés, ils appartiennent à quelqu'un. Il y a des marques de véhicules dessus. Il faut que ce gouvernement aille directement voir quelles sont ces marques de véhicules et de motos qui font de l'affaire, qui font du business en vendant ces véhicules qui sont après transformés pour pouvoir déranger au niveau malien et dans les pays voisins. La deuxième chose, sur ce qu'a dit tout à l'heure mon interlocuteur, il a tout à fait raison. Je peux même donner un élément précis. Le gouvernement a compris qu'il avait un tout petit peu oublié la population et du coup, ils se sont mis à discuter maintenant, par exemple, avec les transporteurs. Et j'ai pu entendre beaucoup de choses là-dessus. Et paradoxalement, ce sont ceux qui circulent, les transporteurs, les gens qui conduisent ces camions, ces véhicules. C'est eux qui savent un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Et tenez-vous bien, mais on a trouvé des cachettes où se trouvaient les essences dans les zones forestières, à Vagadou ou à Gourma. Et on a trouvé un certain nombre de coins où justement ces terroristes ont mis un peu de réserve. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que quand l'armée a compris maintenant, l'armée aussi bloque les accès à ces réserves d'essence. Et donc, quand vous avez une moto ou bien vous avez un pick-up et que vous n'avez pas d'essence, ben vous, le terroriste, vous, le mercenaire, vous, en fait, le criminel, mais vous n'avez pas à bouger. Et apparemment, il faudrait vérifier ça sur place, mais il y a eu ces terroristes qui sont partis à pied. À pied. C'est-à-dire que le FAMA, quand même, fait son boulot. Et donc, il le fait peut-être pas partout, le territoire est très grand. Et quand ils sont partis à pied, on a pu les identifier. Et ceux-là qui ont été pris prisonniers, mais ils sont en train de parler aussi. Donc, on arrive à savoir où se trouvent ces caches. Donc, ce n'est pas perdu en réalité. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'il a manqué un peu de transparence. Ça revient à l'intégration de cette population dans le jeu de la discussion. Or, c'est maintenant que ça se fait, c'est un tout petit peu tard, mais il n'est jamais trop tard, comme on dit dans ces genres d'histoires. La deuxième chose qui est très importante, au-delà des populations qui participent, il faut aussi montrer que cette population peut devenir un soutien en renseignement. Parce que tout va se jouer sur le renseignement en réalité. C'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là. Et je finis par la notion de pauvreté qui avait été évoquée et qui est tout à fait vraie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire tout militaire ou décréter les choses. Il faut mieux que les gens trouvent à manger régulièrement et puissent aller à leur chambre, revenir et manger ce qu'ils ont produit eux-mêmes. Donc pour cela, il faut une sécurité. Donc la sécurité uniquement de l'armée ne suffit pas. Il faut que les populations soient amenées à jouer leur jeu d'abord de renseignement et ensuite peut-être trouver les moyens de faire en sorte qu'ils puissent bloquer en amont tous ces logistiques. Mais le fond de l'histoire, il faut bloquer l'accès aux cachettes, là où ils ont mis des stations, de l'essence tout simplement pour pouvoir nourrir leurs déplacements. Et si vous bloquez cela, ben, il n'y a pas de déplacement, plutôt il y a des déplacements à pied. Donc à pied, le terroriste, il ne fait pas grand-chose. Mais n'oubliez pas quand même, hein, ils reçoivent de l'aide de l'extérieur. Ce n'est pas que les satellitaires. Il y a des gens qui financent ces choses-là. Donc, il faut peut-être aller voir et voir l'ambassade du Qatar, des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Quel est leur jeu qui est relativement trouble dans cette histoire? Parce qu'après tout, tous ces gens, ça a été dit tout à l'heure, ils reçoivent leur or, ils reçoivent leur lithium, ils reçoivent leurs matières premières, ils reçoivent les métaux rares, notamment la Russie. Mais quelle est leur fonction de soutenir la FAMA 2 fois ou 3 fois plus pour que cette histoire puisse s'arrêter rapidement?
Alors, Non, je voudrais qu'on revienne sur la CEDEAO parce que, en fait, depuis la formation de l'Alliance des États du Sahel, on voit que tous ces pays soignent les nouveaux partenariats et soignent aussi les partenariats bilatéraux, notamment avec le Togo, avec le Sénégal, avec le Maroc. Mais malgré cela, on a l'impression que l'étau se resserre finalement. Et là, dans la situation actuelle, il y a une impression d'isolement du Mali par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la CEDEAO aurait la clé pour résoudre ce problème-là du carburant? Il ne faut absolument pas regretter le retrait. Non, je pense que les pays n'ont pas à regretter. Ils sont dans une autre démarche, dans un autre agenda. Et je n'ai pas l'impression qu'ils sont totalement isolés. Par contre, comme il y a une dynamique de rapprochement avec la CEDEAO, je crois que de part et d'autre, on a compris que l'intérêt de la CEDEAO et de l'AES, c'est de poser des passerelles et qu'ils ont commencé à discuter du volet sécuritaire. Maintenant, avec cette situation, il y a une opportunité pour renforcer. N'oublions pas quand même que le Nigeria est le premier producteur africain du pétrole, il est à côté. Donc on peut voir comment on peut approvisionner le Mali à partir du Nigeria en passant par le Niger. Le Niger aussi est un pays producteur du pétrole, il est membre de l'AES. On peut voir comment on peut amener le carburant, au moins pour le nord du Mali, à partir de Gao. Le Niger ayant une bonne capacité militaire peut s'associer au Mali pour apporter le carburant jusqu'à Gao. Je crois que les forces armées nigériennes ont la capacité militaire et opérationnelle d'apporter le carburant dans le nord du Mali. Maintenant, on voit à partir du Burkina Faso, en passant par le Bénin et le Nigeria, comment on peut approvisionner. Donc il y a des solutions à mon avis. Et il est trop tôt pour que les djihadistes crient victoire. Il y a une possibilité aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'autre issue pour le Mali que de se tourner vers ses voisins ouest-africains. C'est de travailler avec tous les pays. Il faut rappeler aussi que le Mali a été confronté à d'autres blocus notamment du côté d'Alger. Il faut rappeler l'histoire du drone militaire malien qui a été abattu par l'Algérie et qui a conduit justement à une flambée des prix de l'essence au Mali en raison du blocus. C'est ça, absolument. Il y a de mauvaises relations avec l'Algérie qui expliquent pourquoi le carburant ne passe plus par le nord. Mais il y a des solutions, à mon avis. Il y a encore, le Mali n'a pas pour frontière le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et à mon avis, cette crise aussi doit permettre de repenser le mode d'approvisionnement, l'accès du Mali aux deux ports qui sont le port d'Abidjan et de Cotonou. Parce que pendant longtemps, il y avait une voie ferroviaire qui a été abandonnée. Une bonne partie des exportations se faisait par voie ferroviaire. Est-ce qu'il y a le Abidjan-Bamako, il y a le Abidjan-Dakar, la voie ferroviaire. Il faut voir comment on peut réinventer tout cela et puis multiplier les itinéraires d'approvisionnement du pays, les diversifier pour éviter que le Mali se retrouve dans la situation d'aujourd'hui. Mais pour moi, fondamentalement, les djihadistes n'ont pas encore gagné et ils ne peuvent même pas gagner puisque l'économie du pays est résiliente et il y a des solutions à ce qu'ils envisagent aujourd'hui. Alors, docteur Amezo, c'est vrai que les autorités maliennes cherchent activement des solutions et cherchent aussi des débouchés portuaires. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, la transition tente d'accélérer un accord de libre-échange, par exemple, avec la Guinée. La solution, elle est là, c'est l'intégration régionale et chercher des débouchés, des ports. Pour faire simple, vous dites qu'ils sont isolés. Je ne suis pas si certain que ça. Ce qui se passe, c'est que certain nombre de pays autour ont une politique qui est quand même relativement proche de ce que souhaite la France. Il faut être très clair dans ces genres d'histoires. Vous avez parlé du Bénin, vous avez parlé même du Sénégal, même avec les Sonko ou les Faye. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que ces gens-là vont jouer le jeu que souhaite d'abord la CEDEAO, la structure sous-régionale, et ne pas déranger l'AES et donc le Mali. Parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans cette histoire. Donc, du coup, la priorité, c'est d'abord d'aller vers des gens, entre guillemets, pour eux, je pense au Mali maintenant, mais les autres pays aussi, de l'AES, sûrs. Donc, la Guinée me semble être un espace beaucoup plus intéressant. On a parlé de l'Algérie tout à l'heure, pourquoi pas? Mais, sauf que quand vous lisez toutes les positions de l'Algérie vis-à-vis du Mali, ce n'est pas si intéressant pour le Mali. C'est pour ça que ça a ouvert un peu sur le Maroc. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que tous ces gens, ils cherchent d'abord accès aux matières premières. Il ne faut pas se faire des idées. Tout le monde est dans le business dans cette histoire. Et il faut être concret là-dessus. Donc, il y a des priorités à faire. Et dans ces priorités, il y a d'abord le fait d'essayer de limiter au maximum la capacité de nuisance de ces mercenaires terroristes. Alors, il y a des terroristes plutôt djihadistes, il y a des terroristes en tant que terroristes, et puis il y a des mercenaires, des gens qui sont là, qui travaillent pour d'autres. Il faut ne pas oublier ce volet-là.
Et ils sont huilés, ils sont financés de l'extérieur. Alors, le Nigeria pour le pétrole qui peut l'approvisionner, pas du souci. Sauf que c'est aussi par le Nigeria que viennent justement les kits de Starlink de Musk. Donc, il faut bien voir qu'il y a des doubles jeux et une petite corruption, plutôt une grande corruption au niveau des certain nombre de douaniers sur la trajectoire, ce que j'appelle le circuit d'approvisionnement, et ça pose vraiment de problèmes. Mais de toute façon, hein, cette population, elle est résiliente au Mali. Elle ne supportera pas un salafisme violent. Ce n'est pas l'histoire du Mali, depuis Tombouctou. Donc personne ne va accepter ça, qu'il le veut ou pas. Et d'ailleurs, le Mali, depuis très longtemps, a cherché une forme de souveraineté intrinsèque. Et ça, je pense que les terroristes, sur le plan intellectuel, ils manquent vraiment d'analyse en profondeur. Parce que ça ne pourra pas durer dans la longueur. Les gens vont se révolter. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Et ils en sont peut-être pas conscients, mais on n'est pas dans les pays où les gens se laissent marcher sous les pieds. Allez demander aux femmes au Mali, vous allez voir la différence. Maintenant, sur le fond, je pense que le gouvernement a compris qu'il faut travailler beaucoup avec sa population, il est en train de le faire, et ça va se développer énormément. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un sentiment général de pouvoir extirper ces gens-là. Et je pense que les pays qui sont silencieux, qui ne veulent pas se faire, qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils soutiennent, vont se révéler petit à petit. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas fondamentalement isolés en tant que tels. Sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur nom apparaisse. On peut parler de la Chine, on peut parler des pays du monde arabe, etc. Parce que dès que le nom apparaît, on s'aperçoit aussi que l'or va dans leur pays ou que telle matière première va dans leur pays. Donc la discussion va se passer sur la vérité des comptes publics. Quel est l'argent qu'ils payent pour que l'argent revienne au Mali et que le Mali l'utilise pour justement le développement ou réduire la pauvreté dont tu as parlé et on tout se à dit l'heure. justement, Seydi Kaba, que l'intérêt des nouveaux partenaires du Mali, la Russie, la Chine, la Turquie, c'est de pousser vers la recherche de nouveaux débouchés portuaires. Ça peut arranger les affaires de la Russie, par exemple. Oui, c'est évident que la recherche... aussi des débouchés portuaires. Il y a déjà, vous avez bien rappelé, déjà avec la crise avec la CEDEAO, il y a eu de la part des autorités maliennes le souci d'avoir un axe avec le port de Conakry. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait des infrastructures routières. Choisir un port, c'est une bonne chose, mais il faut construire des infrastructures routières qui permettent d'aller au port de Conakry, qui est un port de diversification et qui permet aussi d'avoir de l'approvisionnement à partir de la Mauritanie ou d'autres pays. L'intérêt de tout le monde, c'est d'accompagner cette volonté de diversification du Mali, parce que s'il y a diversification et s'il y a possibilité d'accéder au port, ça permettra justement d'augmenter le business et chacun des partenaires trouvera son compte dans cet accompagnement. On parle beaucoup de la Russie, mais la Turquie aussi est un partenaire important dans la présence au Sahel, et il faut voir comment tous ces partenaires-là qui ont intérêt, en tout cas, ils ont intérêt à ce qu'il y ait un Mali stable. Pour se conclure. Mais de toute façon, souvent, l'investisseur, lui, il choisit ses intérêts. C'est aussi au pays d'orienter les investisseurs dans les endroits où il veut que l'investissement aille, où il y a des secteurs prioritaires. On a parlé de l'or. Le Mali, je crois, a repris la main sur son économie aurifère. Il faut maintenant faire en sorte qu'il y ait de la première transformation pour que le produit ait une valeur ajoutée. Parce que l'erreur qu'on commet souvent en Afrique, c'est de permettre l'exportation du matériel brut, alors qu'une première transformation, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, peut permettre d'avoir de la valeur ajoutée pour l'économie. Et qui dit valeur ajoutée pour l'économie, dit la possibilité de régler le chômage de jeunes, qui me semble être important si on veut régler la question djihadiste au Mali et dans le reste du Sahel. Merci beaucoup à vous, Seydi Kaba. Merci également à vous, docteur Ameizou, vous qui revenez du Mali. Merci pour vos analyses pertinentes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation. On va se retrouver la semaine prochaine.